Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo fait partie de la série Les 50 nuances de maltraitance, tous ces comportements que fait subir le ou la pervers narcissique à sa victime. Donc cette vidéo est longue, je l'ai donc découpée en plusieurs parties pour que ce soit plus confortable pour vous de la regarder. Continuons sur ce sujet des enfants du pervers narcissique. Donc on voit bien à quel point l'enfant subit une tension interne excessive, qu'il n'est pas en capacité de gérer, déjà parce que à ces âges-là d'enfant ou d'adolescence, il n'y a pas les mécanismes internes de gestion de ce genre de situation. Ils n'ont pas non plus d'outils. Le cerveau n'est pas encore tout à fait fonctionnel d'être dans le recul, dans l'analyse, dans la comparaison et finalement de mettre en place des mécanismes de défense. Poursuivons maintenant sur un sujet spécifique du ou de la pervers narcissique lorsqu'il est avec un enfant dans lequel il se reconnaît. On pourrait dire, en faisant un abus de langage, un enfant qui l'apprécie. Pourquoi l'apprécierait-il Parce qu'en fait, il se projette dans cet enfant, il reconnaît dans cet enfant des bouts de lui. Alors, il peut reconnaître entièrement l'enfant comme lui ressemblant, ou ça peut être certains comportements. Ce qui explique finalement son côté changeant. Il peut tout à fait faire subir des tortures psychiques et mentales à cet enfant également, puisque l'enfant n'aura pas 100% du temps des comportements qui ressemblent aux parents pervers narcissiques. Alors, sur le plan positif, le parent pervers narcissique sera, avec son enfant, gâteux, admiratif. Il va lui faire des cadeaux. Même si, on peut le dire, les cadeaux, parfois, ce sera juste pour l'occuper. S'ils offrent un animal domestique, voilà, c'est pour être tranquille aussi. Et pendant ce temps-là, lui, il pourra vaquer à ses occupations. Parce que pour rappel, le pervers narcissique n'est tout de même pas hyper altruiste, doux euphémisme. Donc, il va aussi finalement utiliser ces stratégies d'occuper l'enfant un maximum de temps. Il va acheter des consoles et des jeux vidéo. Il va aussi prétexter en fait que c'est pas bien pour l'enfant de jouer trop longtemps sur ces consoles. Mais en fait, si vous observez bien, il va laisser jouer cet enfant pendant des heures parce qu'encore une fois, ça occupe l'enfant. Et qu'à certains moments, il va venir finalement poser son veto et dire « ça suffit, t'as assez joué, tu joues trop longtemps avec les jeux ». Il va finalement avoir des arguments de parents sains qui font attention au taux finalement d'utilisation de jeux vidéo, au taux horaire et aussi à la nature du jeu. Mais dans les faits, quand vous regardez bien, l'enfant joue aussi longtemps qu'il le souhaite, quasiment pendant des heures. Il peut aussi, pour cet enfant, finalement dire qu'il prend soin de lui et qu'il l'emmène chez le psy. Vous verrez d'ailleurs des parents, les parents sains, finalement, dire que c'est compliqué pour eux parce qu'il se peut que le psy soit embarqué finalement et convaincu par le parent pervers narcissique et qui se retrouve dans des choses extrêmement douloureuses et compliquées à gérer. Le parent pervers narcissique, en tout cas, il a envie de prendre soin de l'enfant dans lequel il se retrouve, qui lui ressemble, du moins donner l'impression qu'il est un bon parent, un bon père, puisqu'il veut exister en société, et il va malgré tout l'emmener chez le psychologue avec des intentions. Cet enfant peut se retrouver tout de même à se dire « bon puisque je vais chez le psychologue, c'est que j'ai des problèmes ». Donc vous voyez, c'est toujours un petit peu complexe en fait, par rapport à la perversion narcissique, bien sûr, puisque lorsque des parents sains emmènent leurs enfants chez le psychologue, c'est bien sûr pour leur venir en aide. Mais là, on est en train de parler du parent pervers narcissique qui a toujours des stratégies en tête et des tactiques qui consistent malgré tout à s'amuser, à jouer, à jubiler. On est toujours dans un grand jeu de la destruction, et quand bien même il s'agit des enfants. Donc, il peut emmener l'enfant chez le psy en disant, tu vois, c'est pour ton bien-être et pour que tu travailles à finalement aller mieux, à te développer. Voilà, il me semble que tu es un enfant précoce et c'est important que tu puisses finalement améliorer ta vie autour de ce sujet. Donc voilà, l'intention affichée est louable. Et ensuite,
Il va aussi se servir de ce temps chez le psychologue pour aller enquiquiner l'autre parent, hein. Les arguments utilisés auprès de l'autre parent pourront être autres. Il va tenter de manœuvrer le ou la psychologue. Voilà, donc là on entre sur un sujet qui est tout à fait complexe. Sur le plan de la visite chez le psychologue, alors je vais vous donner un exemple que j'ai vécu au cabinet. En fait, il y a des années de cela, hein, un père est venu en consultation au cabinet avec sa fille qui avait 16 ans. Le motif de consultation était « ma fille ne va pas très bien ». Donc moi, je porte mon attention entièrement sur cette adolescente afin de comprendre finalement pourquoi elle ne va pas bien et puis aussi de commencer à construire l'accompagnement que je vais pouvoir lui proposer, sûrement en plusieurs étapes. Et puis, passé 10-15 minutes, je commence à avoir une sensation tout à fait étrange parce que la tournure des événements est tout à fait hors de l'ordinaire. Le papa parle beaucoup, et pas l'adolescente. Le papa explique beaucoup de choses de lui, de la situation avec son ex, c'est-à-dire la mère de l'adolescente, et j'ai une sensation tout à fait étrange d'être utilisée. Donc, je prends du recul sur ce qui est en train de se passer et je me dis, je vais aller regarder de plus près ce que le papa, là, est en train de faire. Est-ce que c'est un papa en souffrance ou est-ce qu'il y a autre chose, là, qui est en train de se passer? Je pensais vraiment que c'était ça parce que ça arrive que le parent en souffrance se retrouve à beaucoup parler aussi dans une séance, donc c'est tout à fait normal. Et j'écoute ce papa qui finalement est en train de me parler, mais en me parlant, en fait, je vois bien qu'il est en train de parler à sa fille, sauf que ce n'est pas une possibilité en dehors du cabinet. Il ne peut pas dire ouvertement à sa fille tout ce qu'il est en train de dire là. Ta mère, comme elle a déménagé, comme elle a mal géré ça, tu vois ce qu'elle a fait là, enfin ce qu'elle a fait pour ma fille, parce qu'effectivement il me parle à moi. Voilà, il est en train de discréditer, de parler sur son ex et de médire sur tout ce qui s'est produit sur les dernières années et venir mettre la faute sur elle, sur tout ce qui est en train d'arriver de dommages à sa fille, à son adolescente. Donc en fait, moi j'entends tout ça, mais l'adolescente aussi entend tout ça. Mais au fond, je me rends compte qu'il est en train de lui dire des tas de choses qu'il ne peut pas lui dire autrement. Donc l'accompagnement, normalement, était prévu pour sa fille. Je devais voir sa fille plusieurs séances, hein, c'est ce qu'on avait convenu au téléphone avant sa venue. Au final, à la fin du rendez-vous, il m'explique que sa fille, la majorité du temps, n'est pas vraiment chez lui, donc il faudra voir avec la mère comment mener l'accompagnement. En plus, elle n'est pas de la région, et ils n'ont pas vraiment beaucoup Internet, et du coup, en visio, ça va être compliqué. Donc effectivement, cette adolescente, je ne l'ai jamais accompagnée, jamais suivie, je n'ai jamais revue. Et donc je vous passe tous les détails, toutes les analyses possibles, mais effectivement, ce père était venu dire des horreurs à sa fille, mais finalement en m'utilisant comme vecteur de communication. Cette séance n'a rien apporté de positif à cet enfant et n'a même pas abouti finalement à un accompagnement pour qu'elle sorte de son anxiété. Et tous les comportements du père étaient toxiques. J'ai même posé des questions sur la nouvelle famille, la reproduction de schémas était claire, et vous n'aviez finalement que des personnes en souffrance, et cette adolescente, c'est vrai, était en grande souffrance. Donc j'ai bien tenté de lui donner 2-3 conseils de prise de recul, de mise à distance, de tenter de se faire sa bulle. Voilà, j'ai ramé, j'ai ramé comme j'ai pu parce que le père était là et je présumais que je ne la reverrais pas. Mais voilà, ça reste complexe. Donc là, c'était l'exemple d'un père qui vient en séance et d'utiliser ce temps de séance, soi-disant du coup pour sa fille, mais de s'en servir pour aller dire toutes les horreurs qu'il voulait sur la mère de cet enfant et signaler que tout ce qui était en train de se produire était des erreurs de sa part à la mère. Donc c'est bien dommage quand ça se produit comme ça. Effectivement, il faut que le thérapeute soit avisé de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de subir l'enfant, de ce qu'il est en train de subir. Et ça demande du recul, ça demande d'avoir des radars et des antennes. Donc le thérapeute lui-même doit avoir vécu la perversion narcissique parce que sinon
c'est pas possible de deviner quelque chose comme ça. Et donc, il doit avoir des radars et des antennes. Son corps doit détecter que quelque chose est en train de se passer et prendre du recul pour analyser toutes les personnes en présence. Alors, le parent pervers narcissique, il ne va pas pour autant être câlin avec l'enfant. Il ne va pas forcément être attentionné. Il va tout de même provoquer des attentes. Si elle veut jouer à ceci ou à cela, il va lui dire oui, et toute l'après-midi peut passer sans qu'il ait joué avec son enfant. Il n'anticipe pas les besoins, il ne les connaît pas. D'ailleurs, si vous interrogez vraiment, il se peut très bien qu'il ne connaisse même pas ses goûts. Les jouets que l'enfant aime, précisément, les jeux, il ne va connaître que ce qui est visible très grandement. Il ne fera rien finalement de ce qui le saoule. Tout ce qui lui est pénible, il ne le fera pas. Il se peut qu'il n'aime pas du tout faire les devoirs. D'ailleurs, il va critiquer l'éducation nationale, les priorités d'apprentissage, et justifier ainsi que les devoirs, il ne les fait pas. Il peut aussi dire mon temps de garde n'est pas très grand, donc c'est la mère qui fera les devoirs. Il peut lui faire subir des activités ou des corvées parce que lui, il préfère les faire avec quelqu'un. Mais ce quelqu'un, si c'est un enfant, en vrai, il a autre chose à faire que cette activité ou cette corvée. Il peut aussi aller faire une activité distrayante une fois et déclarer en fait qu'il l'a fait régulièrement. Donc il l'a fait une fois et dans son monde, en fait, il est un père qui partage des moments d'activité et d'apprentissage, comme, je ne sais pas, aller dans un musée, voilà. Il l'a fait une fois, ça ne se reproduira peut-être jamais, mais il déclarera qu'il participe finalement aux apprentissages de ses enfants. De toute façon, cet enfant sera tout de même culpabilisé, peut-être à moins grande hauteur que l'enfant dans lequel il ne se reconnaît pas. Mais cet enfant va de toute façon tout de même souffrir, parce que si le parent pervers narcissique est séparé d'une mère saine, cet enfant ne va pas forcément pouvoir appeler sa mère aussi fréquemment qu'elle le voudrait. Il va de toute façon intenter des choses en justice pour l'éloigner de sa mère. Cet enfant va subir de toute façon des dommages collatéraux, ou en direct, selon les moments. Il peut modifier une garde pour se batailler avec la mère, ou une mère peut déménager pour éloigner les enfants du papa, et les enfants vont souffrir du coup de manquer de leur papa qui est sain, et c'est la maman pervers narcissique qui les aura éloignés. L'enfant dans lequel le pervers narcissique se retrouve, il trouve des ressemblances, finalement il fait une projection entre l'enfant et lui. Cet enfant subira moins d'attaques, moins d'agressivité, moins de culpabilisation, moins de triangulation. Il sera tout de même utilisé, accaparé. Il va finalement être bénéficié d'une façon ou d'une autre en faisant miroiter des cadeaux, de l'argent ou une plus grande liberté si c'est à l'adolescence et que l'adolescent a besoin de liberté. Il fera tout pour avoir les enfants chez lui, les enfants dans lesquels il se reconnaît. Ou de toute façon, les enfants s'il veut enquiquiner son ex-compagne. Cet enfant, effectivement, il va lui trouver quelques qualités et les défauts, il se peut qu'il ne les voit pas, il ne les regarde pas. Cet enfant sera quand même utilisé donc dans des triangulations. Par exemple, en étant le ou la pervers narcissique sera très proche de son enfant et la compagne sera mise à distance. Donc finalement, la compagne va peut-être avoir de la rancœur par rapport à cet enfant, ou cet enfant sera finalement dans un conflit de loyauté par rapport à cette personne. Quoi qu'il arrive, de toute façon, l'enfant du ou de la pervers narcissique est en souffrance.